Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet passionnant et fondamental pour comprendre comment notre pays fonctionne sur le plan financier. Ça va? Alors le budget de l'État et la loi de finances. Le budget de l'État et la loi de finances, imaginez un peu, chaque année, l'État a des projets, des dépenses à faire pour nous tout, construire des écoles, des hôpitaux, entretenir les routes, payer les fonctionnaires, soutenir les entreprises. Et pour faire tout cela, il a besoin d'argent, n'est-ce pas? Qu'il collecte de diverses manières. C'est bon? Alors, le budget de l'État. C'est quoi ce fameux budget de l'État? C'est un document qui ressemble un peu à votre propre budget familial, mais à une échelle beaucoup plus grande. C'est une feuille de route financière qui prévoit pour toute une année toutes les recettes, l'argent qui rentre dans les caisses de l'État, et toutes les dépenses, c'est-à-dire l'argent qui sort pour financer les actions publiques. C'est bon. Pensez, avant de partir en vacances, vos parents, par exemple, calculent combien ils vont dépenser pour le transport, l'hébergement, les activités, etc. Et combien ils ont mis de côté ou vont gagner pour couvrir ces dépenses. Donc le budget de l'État, c'est exactement ça, mais pour tout le pays. Alors pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important? Parce que le budget n'est pas juste une liste de chiffres. C'est un outil stratégique qu'on appelle la politique budgétaire. C'est bon? Grâce à lui, l'État peut agir sur l'économie. Si l'économie ralentit, il peut décider de dépenser plus pour relancer l'activité. Si au contraire, il y a trop d'inflation, donc il peut ajuster ses dépenses ou ses recettes pour stabiliser la situation. Donc c'est un peu comme le volant d'une voiture. Il permet de diriger l'économie dans la bonne direction. Ça va? Alors maintenant, la loi de finances. Alors la loi de finances, comme ce budget devient-il concret, c'est là qu'intervient la loi de finances. On ne peut pas juste décider de dépenser de l'argent comme ça. Il faut donc une autorisation légale. C'est bon? Alors la loi de finances, c'est justement cette loi fondamentale qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses de l'État pour une année budgétaire donnée. C'est bon? Donc, c'est un document essentiel. Euh, Sans elle, le gouvernement ne pourrait pas légalement percevoir d'impôts et ni engager des dépenses. Imaginez que vous, par exemple, vous avez besoin d'acheter des fournitures scolaires. Vous demandez à vos parents. Ils valident. Et c'est cette validation qui vous donne le droit d'acheter. Donc, la loi de finances, c'est un peu la validation du Parlement pour le gouvernement. Donc, lui donnant le droit d'exécuter le budget. Ça va? Alors, quelles sont maintenant les composantes de la loi de finances? Donc, la loi de finances, tout simplement, ne se limite pas au seul budget général. Il est en fait composé de plusieurs compartiments qui permettent, bien sûr, de gérer les finances publiques de manière organisée. Donc, quelles sont les composantes de la loi de finances? D'abord, on a le budget général. C'est quoi le budget général? Tout simplement, c'est le cœur de la loi de finances. Il retrace l'essentiel des recettes, principalement les impôts et les taxes, et des dépenses, par exemple l'éducation, la santé, les défenses, l'administration de l'État. Alors, c'est la photo la plus large de l'activité financière du gouvernement. Ça va? Maintenant, Segma. Segma, ce sont les services de l'État gérés de manière autonome. L'idée, donc, est de donner certaine autonomie financière à certains services publics. Ça va? Et prenez l'exemple, par exemple, d'un hôpital public ou d'une université. Ils génèrent leurs propres recettes, par exemple les frais d'inscription pour l'université ou là, les paiements des patients pour l'hôpital. Et donc, et utilisant ces fonds pour couvrir leurs dépenses. Alors, c'est une façon de les rendre plus flexibles et de mieux gérer leurs propres ressources. Alors, sans toujours dépendre directement du budget général, ils fonctionnent un peu comme des petites entreprises au sein
de l'État. Maintenant, les comptes spéciaux du Trésor. C'est quoi les comptes spéciaux du Trésor, CST? Alors, tout simplement, sont un peu particuliers et très intéressants. Ils permettent d'affecter des recettes spécifiques à des dépenses bien définies. Par exemple, une taxe sur les produits pétroliers, par exemple, pourrait être affectée spécifiquement au financement de projets d'énergie renouvelable. Tu vois? Donc, l'avantage majeur de ces comptes, c'est qu'ils peuvent reporter les fonds non dépensés d'une année sur l'autre. Cela signifie que si un projet est complexe, par exemple, et prend plus d'un an, l'argent qui lui est dédié ne disparaît pas à la fin de l'année budgétaire, mais reste disponible pour continuer le projet, bien sûr, pour projet l'année suivante. Donc, c'est une façon d'assurer la continuité de certains programmes ou investissements à long terme. Ça va? Très bien. Alors maintenant, quelles sont les composantes de budget général de l'État? Alors, les composantes du budget général de l'État, tout simplement, comme toute bonne gestion, est équilibrée entre ce qui est perçu et ce qui est dépensé. Mais le problème, ces recettes et ces dépenses ne sont pas toutes du même type. Ça va? Ils sont classés en différentes catégories pour une meilleure visibilité de gestion. Ça va? Alors, commençons par les recettes. Les recettes sont les différentes sources de revenus de l'État. Ils proviennent de diverses origines et sont essentiellement pour financer toutes les actions publiques. On distingue donc deux grandes catégories. Les recettes, les recettes ordinaires, ça va, et les recettes fiscales, ça va. Les recettes ordinaires, ce sont bien sûr les revenus réguliers et prévisibles de l'État, ceux sur lesquels il peut compter chaque année pour assurer son fonctionnement. Ça va? Alors, les recettes fiscales. Les recettes fiscales, c'est la principale source du bien de revenus. Ce sont les impôts, les taxes, ça va? Donc, ce sont les impôts et les taxes que nous payons tous, citoyens et entreprises. Pensez à l'IS, par exemple, l'impôt sur les sociétés payé par les entreprises. L'IR, l'impôt sur le revenu payé par les individus sur leur salaire, par exemple. La TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée incluse dans le prix de presque tous les produits que nous achetons. Donc, c'est l'argent que l'État prélève pour financer les services publics. Les recettes non fiscales. Les recettes non fiscales, ce sont bien sûr les revenus qui ne proviennent pas directement des impôts. Par exemple, l'État peut vendre des entreprises publiques. On parle de la privatisation. Ou tirer des revenus de monopoles qu'il gère, comme certains services publics exclusifs. Ça va. Donc, il peut s'agir de revenus issus de ses propriétés ou de services spécifiques qu'il rend. Les recettes extraordinaires. Alors, les recettes extraordinaires, bien sûr, comme leur nom l'indique, ce ne sont pas des revenus récurrents ou stables. Ça va. Ils sont utilisés pour des besoins ponctuels, souvent importants. C'est bon. Alors, les recettes d'emprunt, ce sont quand l'État emprunte de l'argent, il peut le faire auprès d'autres pays, d'institutions financières internationales. Donc, ce sont les dettes. Ça va. Ou auprès de nous, les citoyens et les entreprises, en émettant des bons de trésor. Ça va. Donc l'État s'engage alors à rembourser cet argent avec des intérêts. C'est un moyen donc de financer des dépenses importantes ou de faire face à un déficit quand les recettes ordinaires ne suffisent pas. C'est bon. Maintenant, on passe les dépenses. Les dépenses, tout simplement, l'argent que l'État dépense. Il représente bien sûr la manière dont l'État utilise les fonds collectés, les recettes. Ça va.
Ils sont aussi donc classés pour montrer leur nature et leur objectif. Alors, on a les dépenses ordinaires. Bien sûr, ce sont les dépenses courantes, celles qui sont nécessaires au fonctionnement quotidien de l'État. Ça va. Les dépenses de fonctionnement, c'est bien sûr ce qui fait tourner la machine. C'est bon, par exemple. Cela inclut la masse salariale. Ce sont les salaires de tous les fonctionnaires, les enseignants, les policiers, les médecins, les hôpitaux, le public, etc. L'achat de matériel pour les administrations, le fonctionnement des services publics et les compensations, ou bien, par exemple, des subventions pour maintenir les prix de certains produits à bas d'un niveau abordable pour la population. Les dépenses principales de l'État, bien sûr, attention, ce n'est pas le paiement des intérêts ici, de la dette, qui sont dans les dépenses de fonctionnement, mais le remboursement du capital. Ça va. Le remboursement du capital. Ça va. Des emprunts que l'État a contractés. Donc, c'est l'amortissement. On parle de l'amortissement d'emprunt. Donc, c'est-à-dire le fait de rendre l'argent qu'on a emprunté. Les dépenses extraordinaires, ce sont des dépenses, bien sûr, qui ne sont pas faites chaque année de la même manière. Ils concernent, bien sûr, des investissements majeurs durables. Les dépenses d'investissement, c'est l'argent que l'État met dans l'avenir. Il s'agit bien sûr de la construction de nouvelles écoles, hôpitaux, de routes, de barrages, par exemple. Ça va, les ports, les projets d'infrastructure généralement. Donc, ces dépenses sont cruciales car elles contribuent au développement économique et social du pays sur le long terme. C'est bon. Alors maintenant, il faut comprendre comment l'État utilise ce budget comme un levier pour agir sur l'économie, ce qu'on appelle la politique budgétaire. Ça va? Imaginez que l'État soit un pilote qui adapte sa conduite en fonction de la météo et de l'état de la route. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer bien sûr sur les deux grandes stratégies de la politique budgétaire. La politique de rigueur et la politique de relance. Ça va? Alors, pour les actions de la politique de rigueur ou bien la politique de relance, c'est comme le frein et l'accélérateur de l'économie. Ça va? Donc, les actions de la politique budgétaire sont des freins pour l'économie ou bien accélérateurs. Donc l'État, à travers sa politique budgétaire, dispose de deux leviers principaux, les recettes et les dépenses. Alors on joue sur ces leviers, il peut influencer l'activité économique. Alors voyons les deux scénarios principaux. La politique budgétaire de rigueur ou bien la politique de stop. L'objectif principal de cette politique est lutter contre l'inflation. Donc quand l'économie surchauffe, c'est-à-dire quand il y a trop d'argent en circulation et que les prix augmentent trop vite, donc c'est l'inflation, l'État intervient pour calmer le jeu. On l'appelle la politique stop parce qu'il vise à freiner la demande et à ralentir la hausse des prix. Alors pour les actions, ou bien les actions mises en œuvre au niveau des recettes, on a la pression fiscale, c'est-à-dire que l'État augmente la quantité totale d'impôts et de taxes qu'il prélève. Et pour les taux des impôts, il augmente concrètement les taux de l'IS, de l'IR et de la TVA, etc. Cela signifie que les ménages et les entreprises ont moins d'argent disponible pour consommer ou bien investir. Alors, monsieur, le côté dépenses. Le côté dépenses, le recrutement des fonctionnaires
et moins de nouveaux emplois publics, ce qui réduit la masse salariale future. Donc, il faut baisser le recrutement des fonctionnaires. Ça va? Aussi, pour la rémunération, il peut y avoir un gel ou une réduction des augmentations de salaire dans la fonction publique. Ça va? Et pour l'investissement public, bien sûr, moins de nouvelles constructions d'écoles, d'hôpitaux, de routes. L'État réduit ses propres dépenses d'investissement. Résultat de cette politique et de ces actions, l'inflation baisse. Moins d'argent en circulation, moins de demandes. Donc les prix se stabilisent. Ça va? La dette baisse. L'État dépense moins et collecte plus, ce qui peut réduire son besoin d'emprunt. La partition de l'excédent budgétaire. Si l'État collecte plus qu'il ne dépense, il peut même avoir un surplus d'argent. Donc les limites, plus de chômage. En freinant l'économie, l'État peut malheureusement entraîner un ralentissement de l'activité des entreprises, ce qui peut provoquer des suppressions d'emplois. C'est bon. Maintenant, on passe à la deuxième politique, le deuxième scénario, ou à la politique budgétaire de relance, ou bien GO. On appelle la politique GO. L'objectif principal de cette politique, bien sûr, est lutter contre le chômage. Ça va. Lorsque l'économie est aussi ralentie, que le chômage augmente, ça va, et que les entreprises et l'État interviennent pour redémarrer le moteur. On l'appelle politique géo parce que qu'il vise à stimuler la demande et l'activité. Ça va? Alors, quelles sont les actions dans cette politique de relance? Les actions mises en œuvre dans cette politique, la première action est bien sûr au niveau des recettes et aussi au niveau des dépenses. Pour les recettes, on a les impôts des revenus, les impôts sur les revenus, la baisse ou la réduction des impôts des revenus. Les ménages, dans ce cas-là, ont plus d'argent disponible pour consommer. Donc l'État réduit l'impôt que nous payons sur nos salaires. Donc les ménages ont plus d'argent disponible pour consommer, n'est-ce pas? Pour les impôts sur le revenu des entreprises, l'État réduit aussi les impôts des entreprises. Elles ont plus d'argent donc pour investir et donc embaucher ou réduire leurs prix. Pour les dépenses, on a les investissements publics. Alors l'État, il fait quoi? L'État lance de grands projets de construction, les écoles, les routes, les hôpitaux, et cela crée des emplois directs et indirects, donc pour les entreprises et les fournisseurs, etc. Pour les traitements des ménages, l'État peut augmenter les salaires des fonctionnaires ou les aides sociales, ce qui augmente le pouvoir d'achat des ménages et stimule la consommation. C'est bon. Alors, résultat de ces actions dans cette politique, il y a un risque d'inflation, n'est-ce pas? Lâche, si la demande est trop forte, cela peut entraîner une hausse des prix. Au niveau de l'endettement, l'État dépense plus qu'il ne collecte, ce qui augmente son déficit et son besoin d'emprunter, n'est-ce pas? Faisant gonfler la dette publique. L'apparition du déficit budgétaire. Les dépenses, bien sûr, sont supérieures aux recettes et créant donc un trou dans le budget. C'est bon. Alors, dans cette politique, on parle, au niveau des limites, on parle d'effet d'éviction.
L'effet d'éviction. C'est quoi l'effet d'éviction? Tout simplement, si l'État emprunte beaucoup pour financer sa relance, il peut absorber une grande partie de l'épargne disponible. Alors, ce qui rend l'accès au crédit plus difficile et plus cher pour les entreprises privées et peut freiner leur propre investissement. C'est bon. Pour l'effet boule de neige, alors au niveau de boule de neige, une réduction de la demande peut entraîner une réduction de la production. كاينة ولا كايناش؟ Et donc, encore moins de demandes. Un cercle vicieux donc. Un cercle vicieux. Alors, nous avons vu que la politique budgétaire peut être soit un frein ou bien un accélérateur, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous nous concentrons sur le moment où il joue le rôle d'accélérateur. Créant un cercle vertueux pour l'économie, on a deux concepts clés illustrent parfaitement ces mécanismes. L'effet multiplicateur et l'effet accélérateur. Alors, pour l'effet multiplicateur, le multiplicateur de Keynes, ou bien multiplicateur keynésien. Alors, imaginez que l'État décide de construire une nouvelle autoroute. Ça va? Un grand projet d'investissement public, n'est-ce pas? Très bien. Cet investissement n'est pas une dépense isolée. Il déclenche une série de réactions positives dans l'économie. Comment ça marche? L'État investit dans la construction. Il embauche des ouvriers, achète des matériaux, fait appel à des entreprises. Cela génère immédiatement une création d'emplois et d'une distribution de revenus. Salaire pour les ouvriers, profit pour les entreprises, etc. Ces ouvriers et ces entreprises ayant reçu ces revenus, n'est-ce pas, vont à leur tour les dépenses. Tour les dépenser. Ils consomment, ça va, c'est-à-dire ils achètent de la nourriture, les vêtements, les loisirs, etc. Et les entreprises investissent, donc achètent de nouvelles machines, agrandissent leurs locaux. Alors cette consommation et cet investissement supplémentaire stimulent la demande auprès d'autres entreprises qui vont à leur tour produire plus, embaucher plus et distribuer encore plus de revenus. Donc le résultat, une dépense initiale de l'État génère un impact sur le PIB, n'est-ce pas, qui est bien plus important que la dépense de départ. Alors c'est comme un ricochet, c'est-à-dire un seul caillou jeté sur l'eau, créer plusieurs ondes. Alors c'est ce qu'on appelle le multiplicateur keynésien, du nom de l'économiste John Maynard Keynes, qui a théorisé ce mécanisme. L'investissement public multiplié, la richesse créée dans l'économie. Maintenant, l'effet accélérateur. Grâce à l'effet multiplicateur, bien sûr, euh, l'effet accélérateur est étroitement lié à l'effet multiplicateur. Comment ça? Et il le renforce. Alors, il met en lumière les liens réciproques entre l'augmentation de quoi? L'augmentation de la demande, ça va, et l'investissement des entreprises. Euh, alors, euh, alors maintenant, on passe à l'effet accélérateur. L'effet accélérateur est étroitement lié à l'effet multiplicateur et le renforce. Il met en lumière le lien réciproque entre l'augmentation de la demande et l'investissement des entreprises. Comment ça marche? Grâce à l'effet multiplicateur,
Ça va? Les revenus des ménages augmentent, ce qui entraîne une hausse de leur consommation, n'est-ce pas? Et donc la demande globale. Et lorsque les entreprises voient que la demande pour leurs produits augmente et du mal qu'ils ont du mal à y répondre avec leur capacité de production actuelle, ils sont incités à investir davantage. Donc, ils achètent de nouvelles machines, agrandissent leurs usines, modernisent leur équipement. Donc, c'est un peu comme un signal. Donc, les gens veulent acheter plus. Ça va? Les gens veulent, achètent. Nous devons produire plus. Donc, nous devons investir davantage. Donc, cette augmentation de l'investissement des entreprises crée à son tour de nouveaux emplois et de nouveaux revenus, ce qui stimule encore plus la consommation et la demande, créant un cercle d'accélération. Alors, comme résultat, l'investissement initial de l'État, via l'effet multiplicateur, met en route une spirale positive où la hausse de la demande entraîne une accélération de l'investissement, privé bien sûr, qui à son tour nourrit l'emploi et le revenu, et ainsi de suite. En somme, ces deux effets montrent que lorsque l'État intervient intelligemment avec sa politique budgétaire, notamment par l'investissement public, il ne dépense pas seulement de l'argent. Il peut enclencher une dynamique puissante de croissance économique, de création d'emplois et d'augmentation de la richesse nationale. Comprenez-vous mieux comment une action de l'État peut avoir des répercussions bien au-delà de sa dépense initiale.